Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Bienvenue dans Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Mon invité d'aujourd'hui a démarré sa carrière à la direction générale du Trésor avant de rejoindre en 2001 le groupe Thomson. Il quitte en 2017 Technicolor où il s'est notamment chargé de l'intégration de Cisco et rejoint Deltador comme directeur des opérations. Il est depuis janvier 2018 le PDG de cet acteur français spécialisé dans la maison intelligente. Pascal Portelli, bonjour. Bonjour Pierre. Dans un marché perturbé, comment se porte Deltador ? Alors Deltador se porte bien compte tenu du contexte. On n'est pas en croissance du chiffre d'affaires, mais on est résilient. Alors évidemment, on a une exposition au marché du neuf. Là, c'est pas folichon, mais la majeure partie de l'activité, c'est la réno, où là, ça tient relativement bien, même si c'est pas la plus grande année de notre histoire. On sort d'une séquence où le gouvernement a soudainement interrompu son coup de pouce thermostat. Vous en avez bénéficié ? Ça a quand même contribué à porter votre activité au cours de cette année ? Ça a contribué dans une mesure relativement limitée, pour une raison assez simple, c'est que il y a beaucoup d'acteurs qui ont cherché des solutions à bas coût, et donc fabriquées en Asie. Alors certains ont choisi Deltador, et je les en remercie, mais d'autres ont choisi d'optimiser à court terme le résultat et de prendre des solutions les moins chères possibles, sans forcément s'inquiéter de la durabilité de la solution. Donc le volume de ces deux œufs ne se reflète pas tout à fait dans les ventes de Deltador et des acteurs européens ou français qu'on peut connaître. Ça a été majoritairement des acteurs asiatiques, un peu les acteurs européens, dont nous, mais voilà, on peut regretter que ça ait profité quand même majoritairement à des acteurs un peu opportunistes, ce qui est souvent le lot des aides publiques, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux et j'espère qu'à l'avenir, on fera mieux. On avait assisté d'ailleurs au même phénomène quand MaPrimeRénov' avait encouragé la ventilation double flux et que soudainement s'était vendu un tas de produits baroques et qu'on n'avait pas retrouvé dans les ventes des grands acteurs européens de ventilation les chiffres qui apparaissaient sur MaPrimeRénov'. Est-ce que ça ne doit pas vous inciter à vous dire que, alors évidemment la loi ne va pas dire on veut du Deltador, elle n'aurait pas le droit de le faire, mais à avoir peut-être un cahier des charges, un label, quelque chose qui dise que la prochaine fois qu'on fera un coup de pouce, eh bien peut-être qu'on va flécher un matériel avec au moins un standard minimum de qualité ? Oui, je pense que ça serait une bonne idée et indispensable. Enfin, il y a des réflexions d'ailleurs en cours et des discussions avec l'administration. On verra si dans les prochains mois, il y a une nouvelle forme de coup de pouce qui est lancée. En tout cas, si c'est le cas, toute la filière a fait des propositions et fait encore des propositions pour qu'il y ait quelque chose de structuré, effectivement, un label qui permette de garantir que le matériel installé, il va durer de nombreuses années et pas tomber en panne, qui sera posé par des professionnels dont c'est le métier, pas des professionnels de réseau généralistes qui s'improvisent pendant quelques mois spécialistes de régulation de génie climatique. Alors, au-delà du coup de pouce, des incitations, de l'opportunisme même du consommateur qui peut se dire, bon voilà, ça me coûte rien, donc je vais mettre un thermostat, qu'est-ce qui amène aujourd'hui les particuliers vers vos solutions ? Pourquoi est-ce qu'on va aller sur le site de Deltador ou chez un de vos revendeurs et se dire, bah, en fait, j'ai envie d'installer une solution de régulation, c'est quoi ? C'est le confort d'été, c'est les volets, c'est le chauffage, qu'est-ce qui drive la demande ? Alors, les besoins, ils sont, on va dire, de trois ordres. Le premier, on va dire, depuis la hausse du prix de l'énergie en 2022, c'est les économies. Donc, ça va être de la régulation thermique, aussi bien en été qu'en hiver. Vous soulignez le confort d'été, ça devient un sujet de confort, mais aussi d'économie d'énergie. La clim, c'est pas quelque chose qui coûte rien, c'est énergivore, et donc c'est un sujet. Donc ça, je dirais, c'est le numéro un. Ce n'était pas le cas, c'est intéressant, parce qu'il y a 5-6 ans, quand on faisait un sondage, on demandait aux gens pourquoi vous achetez un thermostat, c'était confort. Point barre. L'aspect financier venait en troisième ou quatrième dans l'acte de l'achat. Ça a changé depuis 2-3 ans. Le confort existe toujours, évidemment, c'est le numéro 2, c'est voilà, être bien chez soi. Et puis, vous allez avoir en troisième la sécurité. Ça, on sort un peu du génie climatique, mais ça peut être lié quand même. Il y a des aspects d'interaction. Je vais prendre les protections solaires. Les protections solaires, c'était un aspect vie privée, voilà, occultation. C'était la sécurité quand on habite dans un immeuble, en rez-de-chaussée, etc. C'est devenu de plus en plus, de l'économie d'énergie, absolument, notamment au confort d'été, occultation. On abaisse sa température sans avoir besoin d'avoir une clim ou de l'allumer. Ça n'empêche pas que l'aspect sécurité existe encore, mais il est passé un petit peu en mode mineur.
Vous parliez de ce côté économie, je vous ai posé la question consommateur grand public. Les installateurs qui sont le maillon indispensable entre un client et un fabricant comme Deltador, est-ce qu'ils le prennent ce sujet? Est-ce qu'un installateur sérieux aujourd'hui, je ne parle pas du vendeur door-to-door de thermostat à 0 €, mais l'installateur qui a pignon sur rue, qui connaît son client, est-ce qu'il s'empare de la solution de régulation en allant voir son client, peut-être à l'occasion par exemple d'une maintenance de chaudière ou de pompe à chaleur, en lui disant, vous savez, si on fait une régulation un petit peu plus poussée que ce que vous avez, bah, on peut vous faire gagner 20, 25, 30% sur votre facture. Alors, Netador est basé en Bretagne, donc paradoxalement, je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépend. On sait tous que les installateurs, les professionnels, c'est un ensemble assez divers. Donc, oui, dans une certaine mesure, oui. Après, c'est à nous de les alimenter avec des études sérieuses, crédibles, etc. Sur la régulation, l'ADEME avait publié une étude il y a plus de 10 ans qui parlait de 15%. Elle date un peu. On est en train de travailler avec toute la filière, avec un organisme public, donc complètement neutre, à renouveler et avoir une étude qui prend d'ailleurs aussi en compte le confort d'été et les protections solaires. Donc ça, en 2025, on devrait avoir quelque chose de nouveau avec lequel alimenter et former les pros. C'est important d'avoir quelque chose qui n'est pas la publicité Deltador, qui est quelque chose d'incontestable fait par un acteur indépendant et sur une étude récente. Voilà, on a eu depuis la RT 2012, la RE 2020, et donc les choses ont évolué. On a des modes de chauffage, voilà, on a beaucoup plus de packs installés aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Et donc, il faut évidemment prendre ça en compte quand on... Oui, puis des maisons mieux isolées aussi. Absolument. Donc, ça veut dire que peut-être que le gain de la régulation, il est quand même un petit peu moins important dans une maison RE 2020 qu'il ne pouvait l'être dans une maison des années 70 mal isolée. Je ne vais pas spoiler, divulgacher, on dit en français, l'étude, mais ce qu'on trouve quand même, c'est qu'en pourcentage, non, ça ne change pas fondamentalement les choses. Alors évidemment, en valeur absolue, comme vous partez de quelque chose de plus bas avec du DPE A ou B, ça va faire moins. Mais en pourcentage, ce n'est pas forcément un gros écart, la régulation, entre ce que ça apporte sur du AB ou du E ou D ou F. Et ça permettrait aussi aux installateurs peut-être d'oser donner un chiffre. C'est pas évident de dire à son client, bah, vous allez faire 15 ou 20% d'économie, parce que si les 15 ou 20% d'économie ne sont pas là, le client nous rappelle et on se fait... taper sur les doigts. Ouais. Voilà, taper sur les doigts, merci. Pour rester soft. Oui, absolument. Mais il y a toujours cette crainte de se faire rappeler, reprocher. On sait tous que ça dépend aussi des comportements. C'est-à-dire quelqu'un qui privilégie le confort, qui va mettre à l'intérieur, il ne va pas faire les mêmes économies. Quelqu'un qui ouvre ses fenêtres sans faire attention, qui n'a pas mis des détecteurs. Alors, on fait maintenant des détecteurs ou même des logiciels qui vont automatiquement couper le chauffage quand on se rend compte que ce n'est pas efficace. Mais ça dépend beaucoup du comportement. C'est tout ce qui a aussi un effet rebond. C'est-à-dire que quand on économise, finalement, on se met à dépenser plus parce que ça coûte moins cher. Mais oui, avoir une étude incontestable, ça devrait aider les pros. Il faut aussi que nous, on fasse des outils faciles, numériques, que dans nos applis, on fasse référence à ça, qu'on montre, on fasse un peu des tableaux de bord. On commence à le faire un peu dans la profession, tous. Petits tableaux de bord qui disent, voilà nos conseils, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez économisé, voilà ce que vous auriez pu économiser en faisant un petit peu différemment, soit dans votre comportement, soit en programmant mieux. C'est à ça que sert le numérique aussi, c'est-à-dire que l'installateur, il va configurer un jour, et puis après, l'utilisateur, il va déroger, puis il ne va pas forcément remettre la consigne. C'est beaucoup plus facile de reprogrammer pour tout à chacun, pour vous, pour moi, sur une appli, c'est intuitif, alors que sur l'interface murale, ça avait des petits caractères, des menus qui sont moins faciles, hein, c'est parfait pour un pro, moins facile pour celui qui vit tous les jours dans sa maison ou dans son appartement. On voit que le marché de la pompe à chaleur est en chute libre. Il y a un facteur autour du neuf dont vous avez parlé, ça qui est très largement entre les mains des pouvoirs publics. Sur la rénovation, il y a un sujet de facture d'électricité qui commence à émerger. C'est-à-dire qu'avec une électricité qui a pris 20, 25, 30% par rapport peut-être à il y a 3 ans, le consommateur est plus inquiet de ce que va vraiment lui coûter la pompe à chaleur par rapport à conserver ou moderniser sa chaudière. Vous avez du coup une carte à jouer avec les fabricants de pompes à chaleur en disant, en fait, ok, peut-être que l'électricité est un peu plus chère, mais par une bonne régulation de l'appareil, mais en général elle est native, mais coordonnée avec d'autres postes de la maison, on va quand même vous permettre que cette pompe à chaleur, elle reste dans une enveloppe de consommation raisonnable. C'est exactement ça. Voilà, on ne changera pas le fait que l'investissement initial pour une pompe à chaleur est sensiblement plus élevé que pour une chaudière gaz. Hein.
C'est ce qu'on voit d'ailleurs ces derniers mois en réno. Les gens qui ont un problème avec leur chaudière gaz actuelle, ils ont tendance à mettre une chaudière gaz parce qu'ils regardent la dépense de l'année et pas forcément l'économie des années à venir. Donc oui, absolument, le fait d'optimiser le fonctionnement de la PAC. On parlait des packs RR en été. Le fait d'utiliser les ouvrants plutôt que la PAC, ça permet d'avoir une meilleure efficacité. On a fait un produit avec, pour ne pas le citer, Hitachi, un fabricant de packs, pour justement faire en sorte que la gestion des protections solaires soit prise en compte et que la puissance appelée sur la PAC soit la plus basse possible. Et c'est intéressant qu'un fabricant de PAC dise « utilisez ma PAC le moins possible ». C'est vraiment un message vertueux. Je trouve ça assez puissant en message. Vous avez parlé tout à l'heure de notes de diagnostic de performance énergétique pour de ces logements A ou B où finalement la régulation permettait quand même un pourcentage équivalent de réduction. Sur le marché immobilier, ce DPE prend beaucoup d'importance. On voit qu'il est quand même il y a un facteur réglementaire, il y a aussi un facteur psychologique. On sait qu'il y a une valeur à la note. Et on a tous une représentation, peut-être que gagner une note ou deux, c'est beaucoup d'argent. Or, parfois, il y a des solutions, et la régulation en fait partie, qui permettent, dans des enveloppes budgétaires raisonnables, de gagner quand même assez facilement, pas 3 notes, mais peut-être une note de DPE, une lettre. Est-ce que c'est suffisamment connu ça? Est-ce qu'il n'y a pas des efforts pour les professionnels et pour les particuliers à faire pour leur dire, voilà, vous avez un logement E, qui est peut-être un peu limite réglementairement, regardez côté régulation et peut-être que vous passerez en D avec un investissement qui reste modéré. Non, c'est pas suffisamment connu. C'est aussi notre boulot d'en parler, parce que c'est vrai que tout le monde a cette notion que gagner une note de DPE, c'est l'isolation des combles, ou c'est changer tous ses vitrages, ou une PAC, ou un ballon thermodynamique. C'est un peu moins cher, mais c'est pas non plus. Donc tout le monde se dit c'est des dizaines de milliers d'euros ou pas très loin. Effectivement, avec une régulation, on ne changera pas de 2 classes, mais on peut changer d'un, notamment quand on n'est pas très loin du haut. Et là, on est en centaines d'euros. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc quelqu'un qui se dit je suis en E, pardon, et en 2034, j'ai un problème pour louer, et il se dit je ne vais pas mettre 20 000 euros, 10 000 euros. Là, on a une solution, pas dans tous les cas, mais on a regardé, on parle d'1 million de DPE, où mettre une régulation, ça fait gagner une classe. On résout le problème vraiment à moindre coût. Et ça, effectivement, on a aussi un travail d'éducation. Alors, si vous faites un DPE, il y a des recos, toujours, mais c'est vrai que ce qui vient en premier, c'est ce que je citais toujours. La régulation est mentionnée quand même, mais vraiment un peu presque par la bande. Donc là, il y a un travail à faire, parce que en termes de retour sur investissement, c'est imbattable. Il y a peut-être un travail à faire aussi. Vous parliez chauffe-eau thermodynamique, certes c'est un peu plus cher qu'une régulation, mais ça reste quand même un investissement relativement modéré. Est-ce qu'il n'y a pas un travail collectif à faire avec plusieurs acteurs sur ces solutions légères pour le DPE, qui n'empêcheront pas des solutions lourdes quand vraiment c'est nécessaire et pour les gens qui souhaitent et qui doivent faire des travaux, mais en tout cas des réponses peut-être qui d'abord en termes de travaux sont pas très lourdes, parce qu'installer un chauffe-eau ou installer une régulation, c'est pas démonter toute sa maison. Et puis, centaines d'euros pour la régulation, quelques milliers d'euros pour le chauffe-eau thermodynamique, mais on reste quand même dans une enveloppe qui est raisonnable quand on doit gagner une lettre. Oui, on y travaille. Il y a plusieurs syndicats professionnels, souvent au sein de la FIEC, pardon. Donc, Deltador est membre d'Ignes. Les grands sont souvent les grands de la PAC ou des chauffe-eau sont souvent chez Uniclimat, et on est sous une même ombrelle à la FIEC. Donc oui, on se parle. On coopère de mieux en mieux. Je pense qu'on peut encore faire mieux pour avoir un message un peu plus général, œcuménique. On a parlé prix de l'électricité. Alors, ce monde de l'électricité, il est en train de changer grandement de paradigme. Il y a beaucoup de sources de production, individuelles, collectives, nucléaires, gaz, photovoltaïque. Il y a des phénomènes d'autoconsommation, de revente au réseau. RTE fait des appels d'offres pour l'effacement. Tout ça, ça bouge dans un contexte où les prix sont très volatiles. La Creux a communiqué récemment sur le nombre de jours à prix négatif, qui ne concernent pas pour l'instant les particuliers, mais qui sont quand même des signaux. Est-ce que tout ça, ça change vos offres? Est-ce que finalement, une solution Deltador de demain, elle va devoir intégrer ça pour pouvoir aussi permettre, notamment dans un monde où le véhicule sera lui aussi électrique, permettre de produire / consommer au mieux, au meilleur moment, au plus juste? Alors absolument. C'est pas un truc qui se passe instantanément. C'est des phénomènes qui est sur de nombreuses années. On est un peu en France sur l'autoconsommation solaire en résidentiel. On n'est pas le pays en avance en Europe, pour des raisons plutôt agréables. C'est que le prix de l'électricité est plutôt, même s'il est en train d'augmenter très fort. Je devrais dire était, vous avez raison. Était plutôt. Alors on reste quand même dans la moitié la moins chère d'Europe. Mais c'est vrai qu'en valeur absolue, ça a beaucoup monté.
Donc, on a ce retard, mais qui est en train d'être rattrapé. Il y a deux besoins, en fait. Le premier, c'est que, oui, le réseau électrique a besoin d'être équilibré. L'intermittence des renouvelables, c'est un problème. Les prix sont négatifs parce qu'il y a surproduction par rapport à la consommation. Et donc, décaler, c'est un peu le slogan gouvernemental. J'éteins, je décale. Voilà, c'est je baisse, je décale. La notion de décaler, elle devient de plus en plus importante. Pour l'équilibrage du réseau électrique français, si on ne veut pas avoir des surcoûts, des redondances, des centrales à gaz partout qu'on allume quelques jours par an, il faut décaler. Après, quand on regarde à l'échelle d'une maison ou d'un appartement, il y a l'impact du véhicule électrique qui est très très fort. Enfin, un véhicule électrique, vous allez à minima pour le charger appeler 3,7 kW, parfois 7 chez vous. Quand vous avez un abonnement, et si vous en avez deux, voilà, c'est le double. Si vous avez un abonnement à neuf, déjà, ça passe pas, ou alors vous faites rien d'autre. Vous avez une PAC, si vous êtes à fond, vous allez peut-être être à 7 kW. La PAC à véhicule électrique, ça ne va pas passer. La façon dont c'est géré aujourd'hui, quand c'est bien géré, c'est logique. On passe le véhicule électrique derrière. Vous ne voulez pas avoir froid ou trop chaud. Et donc, dans certains cas, votre véhicule ne va pas être chargé le matin comme vous voudriez. Et donc là, orchestrer ça en fonction de la demande, se servir charger le véhicule au meilleur moment. Ou le décharger. On a vu que absolument. Renault sort sa R5 Vehicle to Grid. Voilà, le Vehicle to Grid ou le V2H aussi, le Vehicle to Home. La symétrie dans le fait de charger et décharger, ça va devenir un outil absolument. Ça intéresse beaucoup RTE. RTE pense que les batteries de véhicules électriques vont être un outil d'équilibrage du réseau électrique. Après, pour un particulier, c'est ne pas surdimensionner son installation électrique, prendre un abonnement à 12 ou même en triphasé pour que ça passe tout le temps. Ça a un coût, c'est des travaux, puis c'est un abonnement plus cher. Et puis c'est aussi charger ou utiliser l'énergie quand elle n'est pas chère, et puis la rendre au réseau ou ne pas la tirer quand elle est chère. On voit aujourd'hui, il y a des offres, alors je suis EDF, mais il y en a d'autres. Entre le tarif le moins cher en été et le plus cher en hiver, il y a un facteur 6. Alors évidemment, vous n'allez pas stocker de l'été à l'hiver, mais vous avez quand même un vrai écart sur des abonnements en tertiaire. Vous avez ces écarts-là qui ont des facteurs, il y a des facteurs 30 ou 40 entre le plus cher et le moins cher de l'année. Donc évidemment, il y a un enjeu économique énorme maintenant à consommer au bon moment. C'est pas l'épaisseur du trait. Donc la réponse à cet enjeu s'appelle Energy Management System. C'est ce qu'on voit, on commence à voir apparaître chez pas mal de fabricants de manière encore un peu embryonnaire. Puis la France, effectivement, n'est pas le pays le plus avancé. Dans un monde où on va stocker l'énergie chez soi avec une batterie de bâtiment ou de véhicule, et puis tous les paramètres qu'on a donnés avant, une solution Deltador de demain, elle devra, à vos yeux, intégrer cette dimension Energy Management System, parce qu'on sait bien que ce n'est pas le particulier qui va à chaque instant aller arbitrer entre là, je choisis de faire tourner ma PAC ou là, je vais plutôt charger ma voiture. En intégrant les signaux de prix ou de réseau, il va bien falloir qu'il y ait de l'automatisation derrière tout ça. C'est absolument le cas. On peut pas demander. Alors, on peut demander à un particulier de mettre des préférences générales. Ce qui compte le plus pour vous, c'est les euros, c'est le confort, c'est le carbone. J'en ai pas parlé, mais c'est intéressant. Même les pros, on commence à avoir des pros et des petits, pas des boîtes de 50 personnes, parfois des artisans qui commencent à dire bon, alors c'est quoi l'empreinte carbone de votre produit? C'est pas encore majeur, mais ça vient, c'est intéressant. Donc, on peut dire voilà, dans ce triangle magique, qu'est-ce que je préfère? Après, il faut que ça soit automatisé. C'est d'ailleurs déjà aujourd'hui le cas sans entrer dans la batterie ou le solaire. Dans les RE120, l'automatisation des protections solaires, ça compte. Par rapport à entre manuel, motorisé et automatisé, ça ne compte pas en nombre de points sur les 6 catégories de la RE2020, ça ne compte pas pareil. Et de plus en plus, ça va être le cas. Donc oui, absolument, c'est indispensable ça ne peut se faire que de façon automatisée en logiciel. Si on veut que ça soit raisonnablement simple, il n'y a pas d'autre méthode. Donc ça donne beaucoup d'avenir aux solutions Deltador. Merci beaucoup Pascal Portelli. Merci, bonne journée. À bientôt dans Direction. C'était Direction, le podcast proposé par Génie Climatique Magazine. Actualité réglementaire, chantier, innovation. Découvrez toute l'info du secteur en vous abonnant dès aujourd'hui sur génieclimatique.fr.